À la une de l'actualité ce soir, le président du Faso évoque des questions bilatérales avec ses homologues congolais et tchadiens. C'était au cours d'un séjour de 72 heures au Tchad et au Congo. Dans ce journal, il fait le bilan de son voyage. Et puis pour réussir la réalisation des 40 000 logements sociaux dans les 13 régions du Burkina, le gouvernement discute avec les promoteurs immobiliers privés. Ce matin, ils ont échangé autour des difficultés liées à l'accès au crédit, la lenteur dans l'attribution des maisons, mais aussi les taxes sur les matériaux de construction. Le gouvernement promet revoir tout cela dans les détails. À suivre dans cette édition. Au Kosovo, coup de théâtre au Parlement, un député de l'opposition déclenche une bombe lacrymogène pour empêcher en vain le vote d'une loi. Un texte ratifiant les frontières entre le Kosovo et le Monténégro. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le président du Faso vient de rentrer du Congo-Brazzaville. Roch-Marc Christian Kaboré a séjourné hier à Oyo, village natal du président Sassou Nguesso. Sur place, le président Kaboré a retrouvé le président béninois Patrice Talon. Avec leur hôte, ils ont visité plusieurs réalisations et eu des entretiens. Godefroy Bazier. Le Burkina et le Congo se sont donné rendez-vous à Oyo, village natal du président Denis Sassou Nguesso, pour revisiter leur coopération. Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé à Olombo, à 420 km au nord de Brazzaville, pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le président du Faso a été accueilli avec faste par son homologue congolais. Exécution des hymnes nationaux, revue de troupes et entretien au salon d'honneur ont constitué les premiers instants de cette visite. Dehors, les troupes d'animation et la communauté burkinabé mobilisée à cette occasion donnaient de la voix. À l'hôtel, Roch-Marc Christian Kaboré a retrouvé le président béninois déjà sur place. Patrice Talon, Roch-Marc Christian Kaboré et Denis Sassou Nguesso ont visité dans l'après-midi plusieurs réalisations. Une laiterie, une entreprise de fabrication de plaques solaires et surtout la ferme agricole Le Ranch Kila qui accueille un millier de bœufs importés du Brésil. Je suis impressionné parce que voir de ses yeux dans un pays de forêt, une ranch de cette taille, cette qualité, on a l'impression que c'est du miracle. Mais c'est la main et la volonté. Alors c'est bien la preuve qu'on peut transformer nos pays, on peut transformer ce continent. Il suffit de le vouloir et de s'y mettre. Alors j'espère bien que l'exemple que le président a donné par sa volonté, par son courage et puis sa passion sera suivi par d'autres. Nous devons compter sur nos propres forces. Et cela n'est pas un vain mot parce que tant que nous n'allons pas mettre l'élevage et l'agriculture au centre de nos préoccupations, faire en sorte que nous puissions les transformer localement, notamment l'usine de lait, la viande, etc. Je pense que nous parlerons vainement de développement. Et je dois saluer tout ce que nous avons vu. Parce que nous avons les fondements du développement qui sont l'agriculture et l'élevage. Nous avons les soutiens à la production, c'est l'électricité, donc fabrication de panneaux solaires. Et je dois dire que pour ma part, je considère que c'est un exemple qui doit être suivi, et en tout cas en Afrique de façon générale, de faire en sorte que ces deux secteurs-là soient des vrais piliers et non pas compter simplement sur nos ressources naturelles. Donc je crois que ça c'est important. Pour terminer la journée, le président du Faso a reçu une délégation de Burkinabés vivant au Congo. Ils sont venus de Brazza, Pointe-Noire, Oyo, bref, l'occasion était belle pour évoquer avec le chef de l'État leurs préoccupations et entendre de vive voix des nouvelles du pays. Outre le Congo-Brazzaville, le président du Faso a séjourné aussi au Tchad où il a participé à l'investiture du président Idriss Déby Itno. Deux sorties internationales qui ont permis à Roch-Marc Christian Kaboré d'évoquer des relations bilatérales entre le Burkina Faso et l'Afrique centrale. De retour à Ouagadougou, il fait le point de son voyage. Il est au micro de Godefroy Bazier. Au Tchad, nous sommes allés pour participer à l'investiture du président Idriss Déby, qui, comme vous le savez, est président de l'Union africaine et en même temps est président également du G5 Sahel. Et comme vous l'avez également su, au moment où le Burkina a eu les attentats de janvier, il faisait partie des chefs d'État qui sont venus soutenir par leur présence physique le Burkina Faso. La deuxième visite, c'est que lorsque nous étions donc à la réunion de l'Union africaine à Kigali, le président Denis Sassou Nguesso
souhaité que je puisse venir participer à la célébration de l'indépendance, je dirais, du Congo qui aura lieu le 15 août. J'ai demandé, profitant de l'occasion, comme nous étions au Tchad, que nous puissions exécuter, faire donc cette mission, je dirais, d'amitié et de travail auprès du Congo. Donc ça a été l'occasion pour nous d'avoir des échanges autour des préoccupations, comme je dirais, qui concernent les crises en Afrique, qui concernent également le fonctionnement de l'Union africaine et la nécessité pour les pays africains de pouvoir se doter d'un président du Conseil d'ici, en tout cas, janvier, parce que, comme vous savez, on a été obligé de prolonger le mandat. Et donc, également, nous avons discuté des crises au Burundi, en Libye, et la nécessité pour l'Union africaine de vraiment s'investir pour apporter des solutions, et non pas chaque fois se faire des déclarations, je dirais, de principe. Le Burkina Faso va bientôt créer une caisse de dépôt et de consignation. Une caisse qui va désormais gérer la pension des retraités générée par la cotisation des travailleurs. La nouvelle structure aura pour but de garantir le pouvoir d'achat des travailleurs à la retraite. Une rencontre pour discuter de la mise en place de la future caisse, mais aussi de ses opportunités pour le pays, a réuni le Premier ministre Paul Kabatieba et certains responsables des structures concernées. Compte rendu avec Nyarkiteda. À l'ordre du jour de cette rencontre, la gestion des cotisations sociales. Des cotisations gérées par les caisses de retraite, à savoir la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Sonapost et la Carrefour, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, pour assurer la pension des retraités. Leur gestion sous le format actuel pose problème aux yeux du gouvernement. On assiste à toutes sortes de dérives. On voit maintenant les institutions de retraite qui financent toutes sortes d'activités. Qui financent des activités, notamment le 11 décembre. Ce n'est pas une critique, mais je vois qu'il y a de plus en plus la tentation. En vue d'assurer donc une sécurité véritable de cette épargne, le gouvernement décide de créer la caisse de dépôt et de consignation. Le premier objectif, c'est protéger les cotisations de retraite des travailleurs. Deuxième objectif, c'est de profiter de cette épargne institutionnelle de long terme pour financer les investissements structurants de l'État. La caisse de dépôt et de consignation n'entraînera pas la disparition de ces structures. Mieux, elle sera un facteur déterminant pour préserver l'équilibre financier des régimes de retraite, avec comme enjeu majeur l'utilisation des épargnes pour l'intérêt général. La mobilisation de l'épargne consiste à mobiliser cette épargne-là pour mettre cette épargne à la disposition de l'État pour financer le développement du pays. Donc, ça s'inscrit en droite ligne dans nos objectifs. Avant son opérationnalisation, le chef du gouvernement promet initier un voyage d'études pour l'ensemble des acteurs en vue de s'imprégner de l'expérience des autres pays où existent déjà des caisses de dépôt et de consignation. Dans l'actualité ce soir à Ouagadougou, le gouvernement burkinabé envisage depuis la réalisation de 40 000 logements sociaux dans les 13 régions du Burkina. Un ambitieux programme qui vise l'accès aux Burkinabés moyens au logement décent. Pour réussir le programme, le gouvernement a décidé d'ouvrir les discussions avec les promoteurs immobiliers privés. Ainsi, ce matin, ils ont échangé autour des difficultés d'accès au crédit, la lenteur dans l'attribution des maisons, mais aussi les taxes sur les matériaux de construction. Le gouvernement promet voir tout cela dans les détails. On fait le point avec Moussa Ouedraogo et Oumar Zombré. Langage de vérité entre promoteurs immobiliers privés et techniciens du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, cela sous la supervision de Paul Kabatieba. Objectif, aplanir les difficultés qui pourraient entraver la mise en œuvre de l'ambitieux programme de 40 000 logements sociaux. Le problème, c'est que nous sommes soulevés. Vous voyez que les logements sociaux sont montés hors taxes, hors douane, mais jusqu'à nos jours, nous, on n'a pas eu les réseaux pour faire les travaux hors taxes, hors douane. Et ils sont encore engagés pour 40 000 logements. Et nous, on dit, le gouvernement, si on n'a pas réglé ces problèmes, c'est difficile pour avoir les 40 000 logements. Face à toutes ces difficultés, le gouvernement burkinabé entend apporter sa contribution pour accompagner ses acteurs privés. Dans l'immédiat, nous allons faire le point de toutes ces difficultés et voir ensemble
quelles sont les solutions réalistes qui peuvent être mises en œuvre de manière à atteindre les objectifs du programme. Il y a des questions importantes comme le financement des promoteurs, des questions importantes comme l'accès au foncier, la qualité, le standing et également l'importante question de la viabilisation de toutes ces cités où seront bâtis ces logements. Le programme 40 000 logements sociaux sera bientôt lancé et prendra en compte toutes les couches socio-professionnelles selon le ministre en charge de l'habitat. Près de 3 600 logements sociaux seront également construits dans toutes les communes rurales au cours de ce quinquennat. Et puis la forte pluie du 8 août dernier a occasionné des dégâts à Kaya dans le San Matenga. Des ouvrages construits ou en construction dans le cadre des infrastructures du 11 décembre prochain ont fait les frais des eaux. Il y a par exemple l'effondrement du mur de la place de la Nation de Kaya et la dégradation d'une partie de l'aire du défilé. Yolande Lompo est allée voir cela pour nous, compte rendu. Dans quelques mois, la région du Centre-Nord abritera les festivités du 11 décembre 2016. Mais déjà, certaines infrastructures réalisées dans ce cadre posent problème. Un pan du mur de la place de la Nation a cédé suite aux importantes précipitations enregistrées dans la nuit du 8 au 9 août 2016 avant la réception provisoire. Et pourtant, selon le représentant du groupement d'entreprises commis à la tâche, les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art. Il y a une autre entreprise qui a fait les routes. L'eau est venue de l'extérieur et l'érosion, ça a enlevé la terre sous la fondation à l'extérieur. Donc ce n'est pas un problème de l'entreprise, c'est un problème d'assainissement de voirie. À quelques pas de là, sur l'axe du défilé, des dégradations ont été constatées ça et là. En ces lieux, 4 entreprises ont exécuté ce marché et selon le gouverneur de la région, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Effectivement, la population s'est plainte de la qualité du bitume, mais au cours d'une rencontre avec l'ensemble des services concernés, on a expliqué pourquoi d'abord le choix du modèle qui a été appliqué à Kaya. Au niveau des accotements, effectivement, là où on n'a pas construit des pérés, ça a entraîné effectivement de l'érosion. La mission de contrôle va venir voir les dégradations et également interpeller l'entreprise en charge des travaux pour que les corrections nécessaires, en tout cas efficaces, soient entreprises pour que les eaux n'altèrent plus les infrastructures déjà réalisées. Et le gouverneur d'ajouter que d'ici le 11 décembre, son équipe et elle mettront les bouchées doubles afin que tout se passe au mieux. Retour à Ouagadougou, sur certaines artères de la capitale burkinabé, il est courant de voir des vendeurs ambulants au fait tricolore ou se faufilant entre les véhicules. Ils proposent des fruits principalement, mais aussi d'autres produits. Si ces vendeurs affirment s'en sortir bien, c'est cependant une activité qui n'est pas sans conséquences sur leur intégrité physique et parfois mal perçue par certains usagers de la voie. Constat avec Draman Guéné. À un arrêt comme au marché, des fruits locaux et importés sont ici vendus à la criée aux usagers de la route. Nous sommes à Ouagadougou, sur l'avenue de l'aéroport. Et le moment importe peu pour Brigitte. Depuis 10 ans, cette mère de famille a fait de la vente des fruits son activité principale. Je suis ici pour vendre, pour débrouiller, pour nourrir mes enfants. Ces bananes, des fois il y a papaye, il y a tangelo, tout que nous, ce que nous on gagne seulement, on vend. Ils sont une quarantaine à avoir pour bureau les abords de cette route avec tous ces dangers. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi supporter les caprices des usagers de la route et savoir se dérober des rafles de la police. Ils nous chassent en tout cas. Ils ne nous laissent pas. Ils ramassent nos bananes amenées à leur commissariat, on ne peut pas payer. Et puis des fois on part, on ne gagne même pas. Ils disent qu'on n'a qu'à libérer la route. Dans les rues, l'activité est parfois mal perçue. Elle est même considérée comme une cause d'insécurité routière. Ça constitue un peu des petits obstacles au niveau des feux. Là, il y a d'autres qui rentrent au milieu des véhicules, des motos. Souvent, ça fait que la circulation n'est pas totalement bonne. Ça fait un peu peur des fois quand on roule. On a peur même pour elle, qu'elle se fasse cogner. Qu'à cela ne tienne, les vendeurs ambulants sont là. Ils sont là, disent-ils, le temps de se trouver des hangars même de fortune pour se sédentariser. En santé, le Burkina Faso évalue sa campagne d'éradication contre la filariose lymphatique.
Après la distribution massive des médicaments, le pays a lancé une enquête dans les districts sanitaires de Léo et de Sapuy. Une enquête qui va concerner plus de 1500 enfants de 5 ans et plus. Oumar Zombré. Ibrahim a 7 ans. Il fait partie des tout premiers enfants tirés au sort pour un test de la filariose lymphatique. Un test qui va révéler s'il est porteur ou pas du gène. Comme lui, ce sont plus de 1500 enfants répartis dans 30 villages des districts de Léo et Sapuy qui seront dépistés. En 2000, nous avions fait une enquête de base sur toute l'étendue du territoire burkinabé qui avait montré que le Burkina Faso était endémique pour la filariose lymphatique. Et suite à ce constat, nous avions instauré annuellement des campagnes de traitement de masse à base d'ivermectine et d'albendazole. Et régulièrement, nous faisions des évaluations d'impact. Et les enquêtes que nous menons aujourd'hui s'inscrivent dans ce cadre-là. Les résultats de cette campagne de dépistage sont très importants car ils conditionnent la poursuite ou l'arrêt du traitement de masse contre la filariose lymphatique dans ces localités. Le seuil à ne pas atteindre est de 18 enfants positifs sur les 1556 sur lesquels nous allons enquêter. Si nous avions un seuil inférieur aux 18 enfants positifs, ça veut dire que ces districts seront retenus pour arrêter les campagnes de traitement de masse. L'OMS entend éliminer complètement cette maladie tropicale négligée d'ici à 2020. Selon le docteur Drabo, le Burkina serait sur la bonne voie. En 2018, si tous les tests sont satisfaisants, la filariose lymphatique aura à jamais disparu des radars du ministère de la Santé. Arrêtons-nous à présent sur certaines pratiques néfastes qui ont la peau dure au Burkina. L'excision, par exemple, malgré la répression, des fillettes continuent de subir les mutilations génitales dans le pays. Les derniers en cas dans la capitale burkinabé où 3 fillettes viennent d'être victimes. L'affaire est aux mains de la gendarmerie. Aruna Mari. Encore des cas d'excision à Ouagadougou. 3 fillettes dont l'âge est compris entre 6 et 12 ans ont été victimes de mutilations génitales féminines. C'est une information portée aux médias au cours de cette conférence de presse co-animée par le Comité national de lutte contre l'excision et la brigade ville de Nangor-Massone. On a été donc informé par une personne anonyme qui nous a dit qu'il y a un cas d'excision dans le quartier Wayalgué. Donc l'investigation nous a conduit directement à ces personnes-là, qu'on a identifié et qu'on a invité à la brigade. Du coup, donc, elle a nié les faits jusqu'à ce que l'expertise médicale nous révèle qu'effectivement, la fille était excisée. Et plus loin, l'enquête a révélé qu'il y avait 2 autres personnes qui étaient concernées par le même problème. Donc, on a mené l'investigation jusque-là. Ça nous a conduit à l'imam de Wayalgué qui ne s'est pas présenté. Ces cas viennent alourdir le triste bilan de la lutte contre l'excision. Pour 2016, ce cas d'excision est le 13e de l'année, portant à 30 le nombre de victimes. En 2015, nous avons enregistré sur l'ensemble du territoire national 38 cas d'excision, avec plus de 72 victimes, dont malheureusement 5 décès. Les animateurs de cette conférence de presse invitent la population à se mobiliser pour couper le pont à l'excision dans cette période de vacances, qualifiée zone rouge. Elle aussi fait partie des pratiques traditionnelles néfastes, la sorcellerie, surtout quand elle conduit à l'exclusion sociale des femmes accusées de sorcellerie. Contre le poids de la tradition et pour dénoncer la pratique, les artistes musiciens burkinabés s'engagent. 7 d'entre eux viennent de proposer un single sur la sorcellerie. Présentation avec Aruna Mari. Ils sont rappeurs ou slammeurs. Talian, Saupi, Frère Malcolm, Doudenji, Basta Genga, Ombre Blanche et Nindia ont choisi de mettre leur voix au service de la lutte contre la sorcellerie au Burkina. Selon des témoins, après un malaise, Douden serait mort. Mais le drame dans l'histoire, c'est que personne n'a retrouvé son corps. Sa famille représentée par son frère. Un phénomène qui ronge de nombreuses familles et qui jette dans la rue de nombreux Burkinabés accusés parfois de sorcellerie. Un message véhiculé dans leur tout nouveau single, Le poids de la tradition. C'est une histoire qu'on raconte d'une femme qui a été accusée de sorcellerie. Sa belle famille tente de la faire quitter le village à un procès devant le roi.
Et bon, après, petit à petit, avec toutes les interventions des uns et des autres, on se rend compte que la femme est innocente et que c'était un complot manigancé par sa belle famille. À travers cette comédie musicale, ces artistes musiciens burkinabés veulent alerter l'opinion sur ce fléau. Juste porter notre voix pour inviter chacun à faire face à ce fléau qui dure depuis très longtemps dans notre pays. Ces femmes qu'on chasse de leur village, qui viennent à Ouaga, qui n'ont personne pour les soutenir et tout ça, soit disant qu'elles ont été sorcières et tout ça. Donc voilà, ces clips... Ces collectifs plutôt, cette comédie musicale, c'est porter notre voix pour qu'on fasse face à ces fléaux. Le single Le poids de la tradition tourne déjà en boucle sur les chaînes de télévision. Les artistes espèrent voir les mentalités changer positivement afin que des centres comme Delwende soient un jour un vieux souvenir. Je me rappelle que je suis tombé. Je me souviens aussi du boucher. Et après c'est chez le guérisseur que je me suis réveillé. Aider les jeunes vulnérables à s'exprimer à travers des histoires de vie qui innovent. C'est l'ambition du groupe de travail sur l'éducation non formelle qui vient de lancer un concours à cet effet. Un concours ouvert aux jeunes porteurs de projets à travers des articles, les photos, mais aussi la vidéo. Jacques Lamissa Tarpaga. Les porteurs de projets innovants en vidéo ou en article sur les jeunes vulnérables seront récompensés. Le groupe de travail sur l'éducation non formelle lance un concours pour sélectionner les meilleurs projets. Différentes catégories sont concernées par la compétition. Toute innovation qui est créée par un jeune pour pouvoir améliorer ses conditions nous intéresse. Que ce soit des photos, que ce soit par des films, que ce soit par des textes, et donc à nous présenter l'innovation. Et qu'on voit si elle vaut la peine, on va tout faire pour d'abord lui donner un prix, ensuite la faire connaître au niveau national et international. L'idée de ce concours est de trouver des exemples d'écrits ou de films qui apportent un plus dans la vie des jeunes en Afrique. Le projet intéresse le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit ici, pour le MENA, d'être un relais pour que le projet qui venait d'être lancé, Zankefaba, pour que ce projet-là connaisse un aboutissement heureux. Et je prends l'engagement d'être fidèle auprès de qui de droit pour que les informations que nous avions puissent être diffusées partout où besoin sera. Ce concours est ouvert à tout porteur de projets innovants sur les jeunes vulnérables dans les secteurs comme l'agriculture et l'élevage. Les candidats ont jusqu'à fin août pour déposer leur dossier. À l'étranger, l'ancienne gloire du football camerounais Roger Mila se lance dans le recyclage des déchets plastiques. Sa fondation Cœur d'Afrique a entrepris de collecter près de 2 millions de bouteilles plastiques qui bouchent les voies d'évacuation des eaux, provoquant les inondations dans les villes. Commentaire signé Draman Guéné. Roger Mila expose ici les premiers échantillons des pavés fabriqués par la fondation Cœur d'Afrique, une fondation mise en place par l'ancienne gloire du football camerounais. Son domaine de prédilection, transformer les déchets plastiques en matériaux utiles. Les pavés qui sont déjà fabriqués là, c'est l'expertise de la fondation. Personne ne le fait ici. Donc je crois que ce qu'on vient de faire, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de sérieux. La fondation Cœur d'Afrique a entrepris de collecter près de 2 millions de bouteilles plastiques dans les rues et caniveaux de Douala et de Yaoundé. Une fois que les bouteilles sont récupérées, la Fondation Cœur d'Afrique de Gemila a mis un programme en place de la transformation de ces bouteilles à mélanger au sable pour en faire des pavés et répondre aussi à un problème du développement durable qui passe par des routes. Le projet vise aussi à désengorger les caniveaux pour minimiser les effets des inondations dans les 2 villes du Cameroun. Encore un coup d'éclat au Parlement kosovar. Hier mardi, un député de l'opposition n'a pas hésité à déclencher une bombe lacrymogène au Parlement. Une manière pour lui de s'opposer au projet de loi ratifiant les frontières entre le Kosovo et le Monténégro. Regardez. Habituée au coup d'éclat, l'opposition au Parlement du Kosovo vient de récidiver. Mardi, alors que la Commission des Affaires étrangères devait adopter un projet de loi ratifiant les frontières entre le Kosovo et le Monténégro, un député a dégoupillé en pleine réunion une bombe lacrymogène en guise de protestation. Incommodés, la plupart des députés hostiles à la loi ont dû quitter la salle.
mais pas les défenseurs du projet. Ces derniers, malgré l'épaisse fumée et l'alarme incendie qui retentissait, ont tenu à voter le projet de loi avant finalement de quitter la salle. L'opposition radicale estime que ce projet de loi ferait perdre 8000 hectares de terre au Kosovo. Et puis on termine ce journal par la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Les habitants de Tampuy ne décolèrent pas à cause des dégâts occasionnés par la grosse pluie. Ainsi raconte le quotidien d'État citoyen. Ils ont barricadé le nouveau tronçon bitumé qui traverse leur zone d'habitation et réclamé la visite du maire concerné. Et message reçu 5 sur 5 complète le pays. Le maire et ses adjoints, en effet, se sont déportés sur les lieux et après échange avec les manifestants, la voie a été de nouveau dégagée. Si ceux de Tampuy ont encore la force d'obstruer des voies, d'autres réclament des forces pour subsister. Ce contraste saisissant est relayé dans le journal L'Observateur, en témoignent par exemple ces visages de détresse. Ce sont, commente notre confrère, des sinistrés du mois de juillet et relogés dans les quartiers Nagrin, Songandé et Watinoma et qui crient famine. Le CONASUR, par contre, relativise et parle de sinistrés fictifs. Je cite. « Lorsque des gens ont eu vent de l'assistance sociale, les chiffres ont quadruplé. De 2000 sinistrés, on est passé à plus de 8300 sinistrés. » Le quotidien DNF, de son côté, invite plutôt à réfléchir sur la récurrence des inondations. Est-ce le diagnostic ou la thérapie qui sont à revoir? S'interroge le journal. Notre temps crie à rose sur les produits impropres à la consommation, poulets intoxiqués, carcasses de bœuf également. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.